Ladies and gentlemen, the one and only Michael Jackson. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. I'm gonna say it out there straight for everybody listening. My uncle didn't die. He was murdered. He was murdered. He was murdered. He was murdered. Bonjour, bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo d'hier consacrée à Michael Jackson, vidéo spéciale pour vous remercier pour la barre franchie des 50 000 abonnés. Donc si vous n'avez pas vu la partie d'hier, je vous conseille vivement de la voir pour comprendre toute l'histoire. Et je poursuis donc là où je m'étais arrêtée. Alors, Michael Jackson a rencontré Gavin Arvizo en août 2000. À ce moment-là, Gavin avait 10 ans et il était atteint d'un cancer. Il ne devait lui rester que quelques semaines à vivre. Et à cette époque-là, l'enfant avait comme souhait de rencontrer quelques célébrités, notamment Chris Tucker, Adam Sandler et Michael Jackson. Grâce à l'intermédiaire d'une personne, il a réussi à être en contact avec Michael Jackson. Ils se sont parlé au téléphone. Michael l'a invité lui ainsi que son frère, sa sœur, son père et sa mère à venir au ranch Neverland. Et de là, Michael Jackson a beaucoup parlé à Gavin. Il lui donnait des conseils pour essayer de vaincre sa maladie. Il lui disait, essaye d'imaginer que tes bonnes cellules, elles mangent les mauvaises cellules et comme ça, tu vas réussir à vaincre le cancer et tout. Est-ce que c'est grâce à Michael ou tout un concours de circonstances? Toujours est-il que l'enfant qui était condamné a finalement guéri. Un miracle. Et ensuite, il a gardé contact avec la famille Arvizo. Alors, à propos du documentaire Living with Michael Jackson, c'était pas ce qui était prévu. Le documentaire devait pas du tout se passer comme ça. Michael Jackson avait accepté ce documentaire parce que Martin Bashir avait déjà eu des entretiens avec Lady Diana. C'était censé être un documentaire où il essaierait de le comprendre et de retransmettre justement au monde qui est vraiment Michael Jackson. Or là, c'était que avis négatif sur avis négatif. Enfin, le documentaire a totalement été orienté, ça a totalement twisté de ce qui était prévu à la base. Du coup, Michael Jackson a même déclaré, après qu'il ait vu ce documentaire, qu'il avait fait confiance à Martin Bashir pour entrer dans sa vie et celle de sa famille parce qu'il voulait que la vérité soit dite. Et il poursuit en disant, je cite, « Aujourd'hui, je me sens plus trahi que peut-être jamais auparavant, que quelqu'un qui avait appris à connaître mes enfants, mon personnel et moi, que j'ai laissé entrer dans mon cœur et à qui j'ai dit la vérité, pourrait alors sacrifier la confiance que j'avais placée en lui et produire ce terrible programme et injuste. » Si vous voulez voir ce documentaire, donc Living with Michael Jackson, je vous invite fortement à regarder le documentaire réponse Living with Michael Jackson Take 2. Alors, c'est pas de Michael Jackson, mais disons que quand ça a été filmé, il y a également les caméramans de Michael Jackson qui ont filmé pour ses archives personnelles. Et heureusement qu'ils ont filmé parce que c'était pas du tout la même chose qui se disait en coulisses que ce qu'il a dit en voix off dans le documentaire. Enfin, même les sujets sensibles, ils en ont parlé ensemble et on voyait que Martin Bashir arrivait vraiment à capter Michael Jackson. Mais tout ça ne figure pas dans le documentaire. Mais je tiens quand même à souligner qu'à la mort de Michael Jackson, Martin Bashir fera son mea culpa avec cette vidéo. I think all of us were shocked and deeply saddened by the news today. I think it's worth remembering that he was probably singly the greatest dancer and musician the world has ever seen. Certainly when I made the documentary, there was a small part of that which contained a controversy concerning his relationship with other young people. But the truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself. And whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal. And I think the world has now lost the greatest entertainer it's probably ever known. Donc, le 18 novembre 2003, il y a 70 shérifs qui débarquent à Neverland. Donc, ils sont à la recherche de preuves pour une enquête criminelle en cours. Donc, le 20 novembre 2003, Michael Jackson est arrêté et incarcéré à la prison de Santa Barbara. Bon, il sera libéré après sous caution. Alors, désolé, mais je ne peux pas vous mettre la séquence où Michael Jackson parle de maltraitance qu'il a eue quand il est arrêté par la police. Ils lui ont notamment blessé le bras, ils lui ont déboîté l'épaule, mais je ne peux pas vous montrer le bout d'interview ni les images.
Désolée. Donc là, on lui prête 7 charges d'agression sexuelle. Et au cours du procès, il y aura encore d'autres délits qui vont s'ajouter à la liste. Bref, tout pour que Michael Jackson prenne 20 ans de prison, quoi. L'avocat Larry Feldman, donc c'était l'avocat d'Evan Chandler dans l'affaire Chandler contre Michael, il est à nouveau là. Et on retrouve même le procureur Thomas Snedden, encore lui. Donc cette fois-ci, le grand jury inculpe Michael Jackson le 21 avril. Et le procès s'ouvrira à Santa Maria 2 ans après les premières investigations et il durera 5 mois jusqu'à la fin mai 2005. In the last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me. Apparently, this information was leaked through transcripts in a grand jury proceeding, where neither my lawyers nor I ever appeared. The information is disgusting and false. Years ago, I allowed a family to visit and spend some time at Neverland. Neverland is my home. I allowed this family into my home because they told me their son was ill with cancer and needed my help. Through the years, I have helped thousands of children who are ill or in distress. These events have caused a nightmare for my family, my children, and me. I never intend to place myself in so vulnerable a position ever again. I love my community, and I have great faith in our justice system. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you. Alors, dans le mémorandum de Thomas Snedden du 10 décembre 2004, il indique que les abus sur Gavin auraient commencé après que le reportage Living with Michael Jackson ait été tourné, soit entre 2002 et février 2003. On nous avait dit lors de ce procès qu'on aurait du sensationnel, en fait, que le FBI avait trouvé plein de cassettes vidéo à caractère pornographique, des centaines de revues, de livres, des courriers, des dizaines de VHS, donc voilà, 5 disques durs d'ordinateur, 80 policiers pour une perquisition, plus que pour n'importe quelle autre affaire criminelle, jamais menée dans le comté de Santa Barbara. Ça n'a rien donné du tout, ils n'ont rien trouvé. Il y avait tellement de choses qui n'allaient pas, notamment par exemple la mère Janet. Il y a une vidéo qui a été tournée d'elle et de ses enfants où elle fait l'éloge de Michael Jackson, tout ça. Sauf qu'elle dit lors du procès que Michael Jackson l'a forcé à faire cette vidéo pour redorer son image et que donc c'était scripté et que elle et ses enfants ont dû jouer la comédie. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est pas rendu compte que ça tournait encore. Elle croyait que la caméra était coupée. Et on voit Gavin en train de se mettre sur elle exactement comme avec Michael Jackson. Il lui tient la main, il a la tête sur son épaule. Et là, elle dit, voyez, je vous mets la scène, ça ira plus vite. Hey, you know how Bashir zoomed in on him holding hands? Do that the same thing. Because that's what a mother does with a son, or a father does with a son, you know, and they try to make it out to be something wrong and dirty. Put your back, sir. The hand holding thing. Okay. How did that make you feel? Oh, we're on camera? Yeah. Oh. We are? Yeah, I was just rolling. Oh, God! Elle n'a pas du tout l'air gênée. Donc si vous voulez, rien qu'en voyant ces images, se dire que c'était scripté, que c'était sous la contrainte, ça ne tient pas. Notant en plus de ça qu'elle a accusé Michael Jackson peu de temps après qu'il lui ait demandé de quitter le ranch Neverland parce que justement il se méfiait en fait de cette famille. Et il s'en méfiait pas pour rien en fait. Il avait déjà été mis en garde par l'acteur Chris Tucker qui est un grand ami de Michael Jackson et qui connaissait bien cette famille, notamment Gavin, et qui avait remarqué déjà des trucs assez louches, donc il avait prévenu Michael de faire attention à eux. He wanted to help them out. He invited them to the set in Las Vegas of Rush Hour 1. He thought they would spend a day, and they ended up spending, I think it was 10 days or 2 weeks, and billing him for the entire amount. And he went to Michael Jackson in Florida and said, "Be careful, something's wrong." Janet, par exemple, elle a dépensé $7 000 en 3 semaines en shopping et manucure, alors que, soi-disant, elle était séquestrée à Neverland avec ses enfants, qu'elle ne pouvait pas sortir. Or, on a vu qu'il y avait eu plusieurs sorties d'effectuer pour faire du shopping, également pour aller chez le médecin pour Gavin, enfin, aucune séquestration dans l'histoire. On a donc appelé, comme en 93, c'est reparti, sauf que là, on est au criminel, là, on rigole plus. On a fait venir à la barre Macaulay Culkin, devenu grand, adulte, qui a défendu Michael Jackson. Nothing
happened, you know? I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know? We played it at his amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. And it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. And the thing is with Michael is that he's not very good at explaining himself, and he never really has been, because he's not a very social person. I mean, you're talking about someone who's been sheltered and sheltering himself also for the last like 30 years, or you know, and so he's not very good at communicating to people and not very good at conveying what he's actually trying to say to you. And so when he says something like that, you know, people, you know, he doesn't quite understand why people react the way that they do. Why do you think he likes young people so much? It's because the same reason why he liked me was the fact that I didn't care who he was. That was the thing. I talked to him like he was a normal human being. And that's what, and kids do that to him because he's not, I mean, he's Michael Jackson, the pop singer, but he's not the god of, you know, the king of pop or anything like that. He's just, you know, a guy who's actually very kid-like himself and wants to go out there and wants to play video games with you. Et on a également rappelé à la barre Wade Robson. Là maintenant Robson il a 22 ans. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Il n'a jamais eu un comportement inapproprié de quelque manière que ce soit. Il y a également Brett Barnes. Je vous avais aussi parlé de lui dans l'affaire de 93 qui avait dit que Michael ne l'avait jamais touché. Bon bah lui aussi il a grandi et lui aussi hein, il défend Michael. Et donc dans ce procès on va notamment tester un petit peu la crédibilité des Arvizo parce que c'est une famille avec un passé un petit peu bizarre, surtout en fait un peu tous finalement, même les enfants. C'est ça qui est triste. Par exemple, Gavin avait une fois parlé au responsable de son école en disant que Michael Jackson était super sympa et que non, il n'y avait jamais eu de trucs bizarres et tout. Après, Gavin va dire que non, finalement, je lui avais menti à lui et tout. Bon, bref. Quand on va l'interroger, lui et son frère, sur certains événements, ils vont dire « Ah, je sais plus, je me souviens pas ». Enfin bref, ils sont hyper évasifs. Alors, on peut se dire que c'est sous la pression, ils sont quand même... c'est des ados, quoi. Mais quand l'avocat... Thomas Mesereau, l'avocat de Michael Jackson, donc interroge les garçons et qui voit qu'ils disent n'importe quoi, enfin que ça tient pas debout en fait. Ils répondent j'étais nerveux. Donc Thomas leur dit alors juste parce que vous étiez nerveux, vous n'avez pas raconté les faits exacts. Et là les garçons répondent oui. Donc en fait ils ont admis sous serment devant le jury qu'ils avaient menti quoi. Et il y a même la sœur qui va reconnaître dès les premiers jours du procès qu'elle a menti en fait sur toute cette histoire. Et quand l'avocat va lui demander est-ce que quelqu'un vous a dit de dire ces choses-là, elle va répondre j'étais jeune, je ne me souviens pas. Il y a quelques témoins qui pourraient éventuellement être contre Michael Jackson. C'est un peu comme 93, c'était d'anciens employés qui avaient vendu leurs histoires à des journaux. Mais bizarrement, c'est que des anciens employés que Michael Jackson a virés parce que il s'était rendu compte qu'ils lui volaient des effets personnels pour après aller les revendre, tout ça. Puis de toute façon, ça a été démonté. Et concernant donc la mère de Gavin, en fait, il a été démontré que Janet trempait dans des histoires assez louches et qu'elle avait pas mal exploité la maladie de son fils. Oui, vous avez bien entendu, la maladie de son fils. Son mari, donc le père de ses enfants, il avait un travail tout à fait correct, une bonne assurance qui couvrait les frais médicaux de Gavin. Sauf qu'elle a fait appel à pas mal d'associations, fondations, tout ça, en pleurant misère, pour qu'on lui donne de l'argent, car elle décrétait qu'elle n'avait rien en fait pour soigner son fils. Elle avait même été jusqu'à prendre un petit appartement misérable, vraiment miteux, où les gens venaient voir « Oh, mon Dieu, mais quelles conditions atroces, pour vous et votre famille, c'est horrible ». Sauf qu'elle ne vivait pas dedans, elle vivait dans la maison du père des gamins, quoi. D'ailleurs, ils sont plus ensemble, alors là aussi c'est pareil... Je vais vous dire après, on finit là-dessus. Ça a été prouvé, forcément, dès que tu commences à vouloir entrer dans une procédure, le camp adverse va aussi aller fouiller ton passé. Ça a été très facile en fait de trouver toutes les personnes qu'elle avait, on va dire quand même escroquées, je pense que c'est le mot. Et on a découvert également qu'elle possédait plusieurs comptes en banque sur lesquels elle encaissait donc, les diverses sommes qu'on lui donnait, donc les aides, secours diverses et variées. Elle avait également une aide de l'État de Californie d'un montant de $769 par mois. Her son was ill with cancer and they were losing their house and they were losing their car because of the medical expenses. Keenan felt sorry for the sick boy and eventually agreed to run a story. A few weeks later, the mother called again. She said, "You know what? We didn't make enough money from the first story. Will you run another story?"
The mother's phone call prompted the reporter to carry out more research on the family. She was stunned and shaken to learn that the family was insured and their medical expenses had been covered all along. It gives me goosebumps. It does. It does. That a mother would use her son to use their son's illness for their own gain. Et on a appris également qu'elle avait touché une belle somme d'argent. Alors là, on parle de 132 000 $. En fait, c'est une plainte qu'elle a déposée au magasin J.C. Penney. Alors que ça c'était une histoire assez rocambolesque. Les garçons ont volé des uniformes scolaires et se sont enfuis du magasin. Le père leur a couru après pour les rattraper et tout. Les vigiles leur ont couru également après. Et quand la mère est arrivée et qu'elle a vu tout ça, après elle a été portée plainte en disant que les vigiles l'avaient frappée et avaient également abusé d'elle. Donc c'est tellement monté en épingle que finalement J.C. Penney, pour se débarrasser un peu de l'histoire, ils ont accepté de verser 132 000 $. Et par la suite, elle a également porté plainte pour violence domestique sur son mari. Et elle a rajouté encore un truc dans sa plainte quelques temps après en disant qu'il l'avait également agressée intimement et qu'il l'avait également aussi séquestrée. The problem that she has in this J.C. Penney case is that the allegations in some ways are so similar to the allegations here. Sure, it's her son making them here, but again, it's sexual abuse, it's false imprisonment, and it's about, as the defense would say, money. Exactly, Dan. And on top of that, she's involved her child in both of these cases. Et concernant donc les enfants Arvizo, alors là il va aussi avoir d'autres témoignages du personnel de Michael Jackson. Certains vont dire qu'il les mettait très mal à l'aise, notamment parce qu'ils parlaient très mal. Ils se croyaient vraiment chez eux en fait, et ils avaient même volé. Alors on ne sait pas comment ils ont fait, mais ils avaient réussi à découvrir les codes qui donnait accès à certains endroits en fait dans Neverland où on ne pouvait pas rentrer sans avoir un code secret, et qu'ils avaient dérobé des choses, notamment de l'alcool. Et ça, plusieurs personnes du personnel l'ont remarqué. My understanding was they were very concerned and upset that they were not compensated for the Bashir documentary which had aired. So you think the 13-year-old, 12-year-old boy suffering from cancer is thinking about the big payout from Michael Jackson? I will tell you, Dan, that this family, every conversation I had with them, every meeting I had with them, any interaction with them centered around either money, fame, celebrity, and or possessions. On a par ailleurs le psychologue qui avait donc étudié Gavin et également Jordan. Hein. Alors lui, il a donc signalé le cas Arvizo aux autorités, mais il avait déclaré dans la conversation, donc c'était au téléphone, ça a été enregistré, donc il parlait avec un enquêteur de police, il disait qu'il ne pensait pas que Michael correspondait au profil d'un prédateur. Je trouve que c'est quand même intéressant de le souligner. Alors il y a eu un gros coup de théâtre quand même, je tiens à le dire, parce qu'alors là... on a touché le désespoir en fait. Bon, comme je vous ai dit, voilà, les témoignages se cassant la binette les uns après les autres. Soi-disant, on a retrouvé des empreintes de Gavin ainsi que de Michael Jackson sur des magazines porno. Sauf que les dates n'étaient pas bonnes en fait. Le magazine datait d'après les accusations. Donc ça veut dire que les preuves ont été falsifiées. I mean, this guy literally falsified evidence. And it's on the record. Tom Sneddon should be serving time in prison. You cannot falsify evidence. Then after the grand jury, they sent it out for fingerprints analysis. So where did the boy get his fingerprint on the magazine when the boy testified he hadn't even been at Neverland for months when that magazine was published? Yet he claimed that was the magazine Michael Jackson gave him in bed. D'ailleurs, toujours au mois de mars, je me rappelle d'une scène. On voyait Michael Jackson arriver au procès en pyjama. Ça a fait la une des journaux avec des titres immondes disant qu'il ramenait ses soirées pyjama au tribunal et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, Michael Jackson en fait était tombé dans sa douche. Il s'est pété le dos, déjà qu'il avait le dos bien pété, de par tout ce que je vous ai raconté. On l'a emmené à l'hôpital, mais
Voilà, il avait juste enfilé un pyjama, quoi. Le juge lui a ordonné de se rendre à l'audience, sinon il le coffrait en fait jusqu'à la fin du procès. Donc il n'a pas eu le temps de repasser par chez lui, il est venu directement de l'hôpital. C'est pour ça qu'on le voit arriver en pyjama avec des difficultés à marcher. Alors là, les gros titres ont dit qu'il le faisait exprès pour attirer la sympathie des gens. On faisait aussi plein de remarques tous les jours sur les tenues qu'il portait. Alors là, le défilé de Jackson, toujours plus ridicule, jour après jour, voilà. Je vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire, en fait, il s'habille comme il veut. Enfin, c'est Michael Jackson, quoi. On sait que c'est un excentrique, donc je vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Enfin bref, encore une fois, les journalistes ont fait ce qu'ils avaient envie, à savoir raconter n'importe quoi, faire des gros titres avec des histoires complètement montées de toutes pièces, car payées pour être racontées. J'ai même vu, s'il vous plaît, des extraits où ils ont été filmés la prison pour voir la cellule où Michael Jackson serait enfermé s'il était reconnu coupable. Il voulait même savoir ce qu'il allait manger, est-ce qu'il aurait droit à son parapluie pour se protéger du soleil, combien de temps il pourrait sortir par jour, etc. Même il y a aussi une présentatrice qui était vraiment anti-Michael, qui disait « Ouais, si jamais il est reconnu innocent, je bouffe un corbeau. » Elle a dû le bouffer, le corbeau. Enfin, elle a soi-disant mangé un hamburger de corbeau en direct à la télévision. C'est tellement nul, c'est tellement grotesque. Parce que Michael Jackson a été acquitté de toutes les accusations, enfin de toutes les charges. Ça s'est passé le 14 juin 2005. Le jury a délibéré pendant 32 heures et ils ont déclaré « Nous nous attendions à de meilleures preuves, quelque chose d'un peu plus convaincant. Ce n'était tout simplement pas là. » Cette vidéo est devenue cruciale. Nous avons presque tous senti en observant son comportement quelque chose dans sa façon de bouger. Était-il mal à l'aise, angoissé? Nous en avons parlé tous ensemble et nous avons eu l'impression que ce garçon mentait. Ce procès a été lunaire. Les quelques extraits que j'ai lus m'ont suffi parce que je dis ok, je vois le niveau. Ça a été lunaire. Donc si vous voulez, moi je veux bien croire les victimes, mais encore une fois, quand il y a vraiment des victimes, là pour moi ces enfants sont victimes de leur mère. Et tout comme d'ailleurs Jordan Chandler, il a été victime de sa famille. On a rappelé la mère de Jordan Chandler, June. Donc on a appris qu'elle s'était séparée après de Dave, son compagnon de l'époque. Et Jordan, quant à lui, n'a plus voulu vivre avec sa mère, ni avec son père d'ailleurs. Il est allé vivre avec celle qui est devenue donc l'ex-femme de son père. Il s'est encore séparé de sa l'épouse qu'il avait à l'époque. Il est allé vivre avec elle et il a demandé son émancipation à l'âge de 16 ans. Jusqu'à maintenant, Jordan n'a plus jamais repris contact avec sa famille et son père s'est suicidé quelques temps après le décès de Michael Jackson. Alors il y a eu une rumeur comme quoi Jordan aurait déclaré après la mort de Michael Jackson qu'il ne l'avait jamais touché. C'est faux, ça a été un truc qui a été pondu sur un site ou quoi, mais c'est pas officiel, ça n'est pas venu de la bouche réelle de Jordan. Gavin Arvizo de son côté, pareil, on n'a plus jamais entendu parler de lui après ça. Il fait sa vie, il est marié, il a des enfants. Après, bien sûr, on peut avoir un doute, bien sûr qu'on peut avoir un doute, mais encore une fois, là, alors je précise que là on est allé directement au procès criminel parce que justement, le fait qu'on puisse faire un procès civil avant le criminel, c'était pas logique, donc suite à ça la loi a été modifiée. Maintenant on passe automatiquement au criminel avant de passer au procès civil. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire comme avec les Chandler cette fois-ci. Voilà, pensez ce que vous voulez, moi je vous ai juste relaté les faits. Suite au procès, bon bah comme au premier, hein, la santé de Michael Jackson a encore décliné. Tout son entourage lui a même conseillé de quitter les États-Unis, chose qu'il a fait car lui-même en avait marre en fait d'être accusé de tout. I won't live there ever again. I'll visit Neverland. It's a house now, it's not a home anymore. I'll only visit there. Il s'est rendu à Bahreïn, j'espère que je le prononce bien. Il a été reçu en tant qu'invité par le fils du roi. Le 18 avril 2006, il a également quitté le label Epic Records et donc la maison de disques Sony. À l'occasion des 25 ans de la sortie de Thriller, il y a un nouvel album qui est sorti, donc Thriller 25. Donc ça c'était en 2008. Donc dans cet album, en fait, il y a des remixes du premier album, ainsi que des featuring. On peut retrouver Akon, Fergie, will.i.am et également Kanye West. Et pour son 50e anniversaire, il a également sorti une compilation qui s'appelle King of Pop, qui est sortie le 29 août 2008. Et en janvier 2009, il est retourné vivre aux États-Unis, à Los Angeles. Et rapidement, quelques mois plus tard, le 5 mars 2009, il va donner une conférence de presse à l'Arena de Londres, où il annonce qu'il donnera une série de concerts intitulée This Is It Shows. Alors là, comme on comprend, This Is It, traduisé par
c'est tout, ça y est, c'est la fin, ou c'est ça. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And see you in July. Il y a 10 concerts qui sont prévus, mais les billets ayant été vendus à une vitesse juste hallucinante, on lui demandera finalement de faire 50 dates, ce qui est énorme en fait, étant donné qu'il a déjà 50 ans, il est plutôt jeune, sa santé c'est pas ouf, donc bon. Il devait également travailler sur un nouvel album pour son retour. Le premier concert de la tournée était prévu le 13 juillet 2009, malheureusement. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not breathing, sir. Okay. How old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not breathing. He's not conscious, sir. Okay. All right. Do you have him? Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. And, sir, you just, if you can please. We're on our way. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, we're on our way. Le 25 juin 2009, Michael Jackson a été retrouvé décédé dans sa maison à Los Angeles. Il a perdu connaissance peu avant midi. Les secours sont arrivés. Il y avait donc son médecin personnel, Conrad Murray, qui était sur les lieux. Il était en train d'essayer de le réanimer. Il a été transporté au Ronald Reagan UCLA Medical Center et il a été officiellement déclaré mort à 14h26 après plus d'une heure de tentative de réanimation. Quelques minutes plus tard, c'est son frère Jermaine Jackson qui a annoncé à la presse le décès de Michael. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, the cause of his death is unknown until results of the autopsy are known. Ça a été vite relayé par le site TMZ et d'ailleurs ça a été tellement un truc de dingue, j'ai pas les mots, qu'il y a plusieurs grands sites internet qui ont craché en fait, tellement que tout le monde s'est jeté sur le net pour savoir ce qui s'était passé. Alors il y a eu déjà une première autopsie médico-légale, puis une seconde quelques jours plus tard réalisée à la demande de la famille, car beaucoup avaient des doutes sur la mort de Michael. Mais dans tous les cas, ce qui a été rapporté, c'était une surcharge de médicaments. Donc il va y avoir une enquête naturellement, donc on va savoir plus précisément ce qui s'est passé. Donc c'est son médecin Conrad Murray qui lui aurait injecté du propofol, donc c'est un anesthésique, ainsi que du lorazépam, un sédatif, en dose excessive et sans la surveillance requise. Enfin, le propofol, c'est un anesthésiant. C'est quelque chose normalement qui se fait avec... Enfin, ça c'est pas comme ça chez un particulier, quoi. C'est pas anodin. En fait, Michael dormait qu'en étant anesthésié. Alors déjà, d'une part, c'est très dangereux. Et deuxièmement, c'est même pas un sommeil réparateur. Donc, selon le rapport d'autopsie, on a trouvé d'autres médicaments, du midazolam, du diazépam, du lidocaïne, de l'éphédrine 130. Donc, tout ça, c'est une combinaison de calmants et de stimulants. On a également découvert que Michael Jackson souffrait d'arthrite au bas de la colonne vertébrale ainsi que dans les mains. Il avait également une inflammation des poumons. Son cœur, ses reins et ses autres organes étaient en bon état et son poids, certes, était dans la moyenne basse, mais il n'y avait rien vraiment d'anormal. C'est en ça où justement on a pointé du doigt Conrad Murray. Donc là, il est dans le collimateur des autorités. Alors lui, il dit qu'en fait Michael Jackson aurait mis fin à ses jours tout seul. En fait, il dit qu'il a d'abord donné à Michael d'autres médicaments pour le faire dormir. Il n'y arrivait pas et il a commencé à réclamer son lait. Donne-moi mon lait. Le lait, c'est comme ça qu'il appelait le propofol. Au début, Conrad n'était pas chaud. Finalement, il lui a donné une dose qui aurait dû être... pas mortel en tous les cas, mais selon lui, le temps qu'il sorte de la pièce pour aller parler à sa petite copine au téléphone, Michael se serait réveillé et se serait injecté lui-même le propofol qui aurait donc été fatal. Et donc pourquoi Michael Jackson aurait mis fin à ses jours? Selon lui, il ne supportait plus la pression qu'on lui mettait sur les épaules donc pour faire toute cette série de concerts, quoi, une cinquantaine. Il se sentait pas en fait de la faire. Du coup, il aurait préféré mettre fin à ses jours. Il n'empêche qu'il
sera reconnu coupable d'homicide involontaire le 7 novembre 2011 et sera condamné à 4 ans de prison. Il a été libéré le 28 octobre 2013 en raison de la surpopulation carcérale. Michael Jackson died because you killed him. I did not kill Michael Jackson. You told the paramedics about the other drugs. Why not mention that as part of what's... But propofol is the one drug that you probably would mention. But propofol had no effect because I understand propofol. I use propofol. And if propofol is totally gone, there's no reason. As it turns out, it was the drug that killed him. Elle est bizarre quand même, toute cette histoire, je trouve. Pour moi, la théorie que ce soit Michael qui soit fait ça, j'y crois pas une seule seconde. We have to be phenomenal. When people leave the show, when people leave my show, I want to say, I've never seen nothing like this in my life. It's amazing. He's the greatest entertainer in the world. I'm taking that money, I'm really children's hospital, the biggest in the world. Michael Jackson Children's Hospital. We have a movie theater, game room, children are depressed. In those hospitals, the game room, the movie theater, they're sick because they're depressed. The mind is depressing them. I want to give them that. I care about them. Number 8 is God wants me to do it. God wants me to do it. I'm gonna do it, Conrad. I know you would. We have no hope. No hope. That's the next generation that's gonna save our planet. I'm gonna do that for them. And that will be remembered more than my performances. My performances will be up there helping my children. It's always been my dream. I love them. And I love them because I didn't have a childhood. I had no childhood. I feel their pain. I feel their hurt. I can deal with it. Heal the world. We are the world. Will you be there? The lost children. These are the songs I've written because I hurt, you know? I hurt. Il voulait que ses enfants le voient sur scène. Là, ils avaient un âge où ils pouvaient profiter en fait de leur père, se rendre compte un petit peu quand même de ce qu'il savait faire. Il ne l'avait jamais vu en concert. Il avait vraiment envie que ses enfants soient fiers de lui. Et puis surtout, c'était un concert d'adieu. C'était les derniers, quoi. Moi, franchement, quand j'ai regardé This Is It, j'ai pas trouvé quelqu'un sur le déclin. J'ai trouvé juste un type qui avait 50 ans, mais qui bougeait quand même bien. C'est vrai, par contre, que je l'ai trouvé très amaigri. Mais bon... En même temps, il n'a jamais été gros, Michael Jackson, donc voilà, ça m'a pas plus alarmé que ça. Alors, apparemment, il était sous substance H24, donc sous substance pour l'endormir, sous substance pour se réveiller, sous substance pour assurer. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur le fait qu'il allait voir son dermatologue pour qu'il lui injecte une certaine substance afin de, voilà, de le faire tenir et tout, des antidouleurs, tout ça qui ressemble un peu à de la morphine finalement au niveau des effets. Je sais pas. La cérémonie d'hommage a eu lieu à Los Angeles, au Staples Center. Le service funéraire a eu lieu le 7 juillet 2009 au Forest Lawn Memorial Park d'Hollywood. Et le même jour, il y a eu les funérailles publiques au Staples Center. Ça a été retransmis en direct et en mondovision. Apparemment, ça a été suivi par environ 1 milliard de téléspectateurs. On a notamment vu ses enfants. Moi, je me rappelle de sa fille en larmes. Ça m'a foutu un coup. Ça, pareil, je sais pas si ça vous l'a fait, mais je me souviens exactement où j'étais et ce que je faisais quand j'ai appris le décès de Michael Jackson. Et des choses comme ça qu'on n'oublie pas. J'étais tellement choquée.
Bref, il a été inhumé le 3 septembre 2009 sur la Holy Terrace du Grand Mausolée. Et suite à sa mort, on a donc le directeur artistique de la tournée, Kenny Ortega, qui a réalisé le film documentaire This Is It, histoire de compenser le fait qu'il n'ait pas pu faire les concerts. Le film est sorti au cinéma le 28 octobre 2009. Maintenant, on va en venir aux théories sur la mort de Michael Jackson. La théorie sur le fait qu'il serait encore vivant, honnêtement, j'y crois pas du tout. Apparemment, il y a quand même eu des bizarreries. L'ambulance qui est arrivée, il n'y avait pas de gyrophare, rien. Le garde du corps qui a appelé, donc l'appel que je vous ai fait écouter, à ce qui paraît, il ne se trouvait pas du tout dans la demeure où était Michael Jackson, mais dans un hôtel à quelques pâtés de maison plus loin. Pourquoi il appelle de là-bas alors qu'il est censé être sur place? C'est bizarre. Ensuite, la voiture de pompiers là, qui arrive, ou l'ambulance, enfin, je sais pas ce que c'est en fait, c'est pas comme chez nous. Elle est arrivée pépère en fait dans la demeure. Elle a même fait attention de ne pas écraser un buisson, une petite statue, je ne sais pas quoi. Et certaines personnes ont filmé quelqu'un d'autre qui est parti de l'arrière de la maison avec une autre voiture plus discrète, et ils disent avoir vu quelqu'un qui ressemblait à Michael sortir de la voiture pour entrer dans un bâtiment. Il y a également aussi ce qui a été retenu, le fait que ce soit un paparazzi qui connaissait bien Michael Jackson qui a pris la photo. On voit la tête de Michael dans l'ambulance, qui était étrangement une copie en fait d'une autre fois où Michael Jackson avait été hospitalisé. Et ce qui trouble encore plus, c'est pourquoi juste ce paparazzi-là. Franchement, j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi. Beaucoup pensaient à l'époque que Michael Jackson avait toujours dit en fait qu'il ferait un grand film, un film dans un style qu'on n'aurait jamais vu. De ce fait, beaucoup ont spéculé qu'il aurait donc préparé un film pour faire son grand comeback, et que donc le film traiterait justement de la mise en scène de sa mort. Bon, ça fait quand même un petit moment là, je pense que s'il avait dû revenir, il serait déjà revenu, et je pense pas qu'il aurait fait ça à ses enfants, ni même à ses fans. Malheureusement, je pense que Michael Jackson est vraiment décédé. Je voudrais bien croire qu'il est vivant, qu'il vit enfin tranquille, je ne sais pas où, mais j'y crois pas trop. Après, la théorie de l'assassinat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très étranges. Beaucoup de choses étranges, notamment l'interview de son neveu. I'm gonna say it out there straight for everybody listening. My uncle didn't die. He was murdered. I feel the same thing about Prince. We're losing a lot of stars because you have to remember, these are basically insurance policies. When he dies, whatever was owned by the company reverts back. We're not talking about $100,000. We're not talking about $1 million. We're talking about billions of dollars. They say Prince died broke. How do you die broke with $1 billion catalog? If he would have sold 3 songs, he'd have had a couple $100 million sitting in his pocket to play with. I truly feel that Conrad Murray is simply the fall guy. This was definitely something that was premeditated, that they had planned to do, and they planned to take my brother out, and my brother knew it, and that's why he told me repeatedly and repeatedly and repeatedly that this was going to happen to him. He explained it to me. He explained it's because of my catalog, which is my publishing, and they're after it, and they want it, and they want their hands on it, and they want to take it away from me. The final part of the conversation was him telling me that he felt that that someone was going to try and kill him to get a hold of his catalog and his estate. And I really didn't know what to do with that. So he actually gave you names? He did, and I would like not to say them, but he expressed to me his concern over his life. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. I can't talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government.
I don't even care my life anymore. I just want my children to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. Et ça, si vous voulez, donc l'histoire de ce catalogue, hein, donc je vous l'avais évoqué dans la vidéo précédente, c'est vrai que c'est très bizarre. Michael Jackson avait un petit peu déclaré la guerre en fait à Sony et à Tony Mottola hein, notamment. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. I'm here to speak for all injustice. You gotta remember something. The minute I started breaking the all-time record in record sales, the minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight, they called me a freak, they called me a homosexual, they called me a child molester, they said I tried to bleach my skin, they made everything to turn the public against me. It's been a long, long time coming, and a change has got to come. I've generated several $1 billion for Sony, several billion, and they really thought that my mind is always on music and dancing, and it usually is, but they never thought that this performer, myself, would outthink them. Yeah! So I'm leaving Sony a free agent, owning half of Sony. And they're very angry at me because of it, but please don't videotape what I'm going to say, okay? Turn that off, please. No what? I don't mind. Tape it. Mariah Carey, after divorcing Tony, came to me crying. She said to me that this is an evil man, and we have to continue our drive until he's terminated. Michael Jackson était détenteur de quelque chose qui valait 1 milliard et quelques de dollars. On parle d'1 milliard, on parle plus de millions là, on parle d'1 milliard de dollars. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, le fait qu'un artiste noir ait engrangé autant d'argent, ait battu autant de records et détienne un catalogue aussi puissant, oui, je pense que ça dérangeait énormément. Là, on rentre dans des théories de complot, tout ça, mais honnêtement, dans la musique, pour moi, tout est possible. Est-ce qu'on avait peur de ce qu'il pourrait dire? Je sais pas. Il y a plein de choses qui sont possibles. En tous les cas, je pense que le docteur Murray a été très négligent. Alors oui, c'est pas lui qui a commencé à donner du propofol à Michael Jackson, mais c'est pas lui non plus qui l'a encouragé à se diriger vers d'autres genres de thérapies ou d'autres genres de choses. Je le sens pas, ce gars-là, je le sens pas du tout. Et là, si on pensait que Michael Jackson reposait enfin en paix, eh bien non. On arrive en mai 2013, où là, le fameux Wade Robson, dont je vous ai parlé plusieurs fois, hein, qui donc a témoigné en faveur de Michael Jackson en 93 et également à l'âge adulte en 2005, et bien là, ce gars-là va déposer une plainte contre la succession de Michael Jackson, donc 4 ans après la mort de Michael. Donc il dit qu'en fait Michael aurait abusé de lui de ses 7 à ses 14 ans, mais il précise que ce n'est pas un cas de mémoire refoulée. Il n'a jamais oublié un seul instant ce que Michael lui avait fait, mais qu'il était psychologiquement et émotionnellement complètement incapable et peu disposé à comprendre qu'il s'agissait d'abus. Et donc il justifie tout ça en disant qu'en fait il a pris conscience de ce qui s'était passé quand il est devenu papa, et que là il a réfléchi est-ce que ça lui ferait en fait si quelqu'un abusait de son fils. En mai 2014, on a un ancien comédien, James Safechuck, qui dépose également une plainte pour agression sexuelle donc contre Michael Jackson. Et donc lui, pareil, il a rencontré Michael dans les années 80, quand il était enfant, sur le tournage de publicité, et ils étaient restés en contact par la suite, et il a commencé à abuser de lui quand il avait 10 ans, et ce sur plusieurs années. Alors malgré que, comme Wade, hein, il a toujours nié qu'il s'était passé quoi que ce soit, et bien là il dit que c'est après avoir fait une thérapie qu'il a réalisé qu'il avait été abusé par Michael Jackson. Le 26 mai 2015, le procès que réclamait Wade Robson a été rejeté. Pas longtemps après, en septembre 2016, il dépose une plainte modifiée alléguant que les deux sociétés de Michael Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures, faisaient en fait partie d'une opération d'abus d'enfants
élaboré. Et quelques jours plus tard, James Safechuck a fait pareil. Il a également modifié une plainte. Il l'a dirigée aussi contre les deux sociétés en disant la même chose que Wade. Tout pareil. En juillet et décembre 2017, les poursuites de James et de Wade sont rejetées. Du coup, le 25 janvier 2019, il y a eu la première d'un film documentaire, entre guillemets, qui s'appelle Living Neverland, qui a été projeté au festival de Sundance, réalisé par Dan Reed avec Wade Robson, James Safechuck et leurs proches. Alors, documentaire, encore une fois entre guillemets, complètement à charge contre Michael Jackson, où là on a droit à 4 heures d'horreur, 4 heures de bourrage de crâne aussi, je trouve, parce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est long. Je vous cache pas que j'ai pas réussi à le voir en entier tellement que c'est trop long. Et alors ça n'a pas du tout eu le même effet sur moi que sur beaucoup de personnes qui ont été choquées, qui ont tout de suite cru en fait tout ce que les gens dans ce reportage disaient, sans rien vérifier du tout, à tel point que certains pays ont boycotté les chansons de Michael Jackson sur leurs ondes radio. L'épisode des Simpsons où il y avait Michael Jackson qui doublait une voix de je ne sais plus qui, je sais pas si c'était lui-même ou quelqu'un d'autre, bref. L'épisode des Simpsons a été, ils l'ont retiré du programme, et c'est là où ça me pose un gros problème. C'est que on a vu une interview. C'est pas un documentaire parce que il n'est pas documenté. Donc appelons un chat un chat. On a vu une interview de personnes. Il n'y a aucune interview du camp Jackson, potentiellement d'ailleurs. Il n'y a aucun autre enfant qui a connu Michael. Enfin, il n'y a rien du tout en face, en fait. Il n'y a rien. Donc, c'est uniquement à charge. Et le fait que ça dure 4 heures, pour moi, c'est une propagande volontaire. C'est vraiment... C'est un bourrage de crâne, en fait, qu'on veut faire. Parce qu'en 4 heures, on a le temps de t'hypnotiser et de faire un certain travail, quand même, sur le cerveau. Donc, d'où la nécessité que ça dure aussi longtemps. Et puis, surtout, si on vérifiait les faits, il ne resterait pas grand-chose aussi. Donc, je suis désolée. Ça me fait rire, mais ça me fait pas rire du tout, en fait. Parce que ce film est une insulte pour moi aux véritables victimes, et je vais vous dire pourquoi en fait. Déjà on va revenir un petit peu sur Wade Robson. Qui est Wade Robson? Alors c'est un chorégraphe d'origine australienne. Il a rencontré Michael Jackson quand il avait 5 ans suite à un concours de danse en fait qu'il a remporté, et le prix en fait de ce concours de danse était une rencontre avec Michael Jackson dans les coulisses d'un de ses concerts qui était en 1987 en Australie donc quand il a rencontré Michael Jackson, Michael lui a dit alors tu sais danser, montre-moi. Donc il a fait sa petite démo et tout, et Michael il a kiffé, il lui a dit ok, tu vas venir au concert et je vais te faire monter sur scène, tu vas faire ta petite démonstration. Donc c'est ce qui s'est passé, il a eu son petit moment de gloire et tout, franchement c'était très mignon en fait. On apprend ensuite dans le documentaire que donc 2 ans après cet événement, donc là Wade est rendu à ses 7 ans, il est allé en séjour aux États-Unis avec sa famille, et la mère a fait un peu du forcing pour essayer de contacter Michael Jackson. Donc elle a réussi à avoir le numéro de sa secrétaire ou son assistante, je ne sais plus. Michael se rappelait de Wade, donc il les a invités à Neverland, toute la famille. Et là c'est quand même important de faire une pause sur la maman de Wade Robson, donc Joy. Elle en fait elle voulait que son fils devienne une star. Du coup elle n'a pas hésité à quitter son mari qui est resté en Australie pour aller s'installer aux États-Unis afin de lancer la carrière de Wade. Le mari, est-ce qu'il a eu son mot à dire? Pas vraiment en fait. Tout ce qu'il a réussi à négocier avec elle, c'est qu'ils gardent leur grand garçon, car ils avaient 3 enfants, et elle est partie aux États-Unis avec Wade et sa fille. Donc ils sont installés en septembre 91 à Los Angeles. Quand Michael Jackson s'est rendu compte qu'elle voulait absolument pousser son fils à tout prix à percer dans le showbiz, il lui aurait dit écoute, doucement, laisse-le vivre son enfance. Pour autant, il a quand même pistonné Wade sur des petits tournages à droite à gauche, on l'a vu dans le clip Black or White. Il a également fait avec Michael et la nièce de Michael, je reviendrai sur elle après, la pub pour Elegir, et il a même produit un album qu'il a fait avec un autre garçon, je sais plus son nom, bref je vous mets la couverture à l'écran. Wade du coup a été invité ensuite à participer à des émissions de danse, tout ça, et Joy a demandé à son grand-fils resté en Australie de venir les rejoindre pour s'installer avec eux à Los Angeles, et là
le père de Wade n'a pas supporté de se retrouver tout seul et il s'est pendu. Et à cela, Wade dit que du coup, il s'est senti obligé en fait de réussir afin que son père ne soit pas mort pour rien. Selon d'ailleurs une employée de Michael Jackson, elle dit que tous les jours, Joy harcelait Michael pour qu'il l'aide à obtenir la carte verte. Donc Michael, mentor de Wade, comme je vous dis, donc il l'a pistonné, il a également beaucoup coaché sur les pièges à éviter dans le show business. Wade ne manquera jamais, à chaque occasion qu'il aura, de faire l'éloge de Michael Jackson, et ce sur des années et des années. I was shocked too, and I think it's sick, because I know Michael well enough that he wouldn't do anything like that. I know that for a fact. Are you still friendly with Michael? Yeah, we still talk every couple months, catch up. You do, really? Yeah. Well, what's he like? What's he like? He's a good guy. He's a good guy? Yeah. Show me where he touched you. Nothing ever like that? No nonsense, no shenanigans? Just had a wonderful relationship. I learned so much from him as an artist and as a kind human being. And it's my goal to try and just continue as much as I can in my own little world. Rappelez-vous que Wade avait témoigné en 2005 disant que Michael ne l'avait jamais touché. Cette année-là, donc en 2005, Wade a même demandé à Michael s'il pouvait se marier dans son ranch. Sauf que Michael lui a dit, écoute, là c'est pas le moment, quoi. C'est pas la bonne année pour faire ça, quoi. Bref, mais il l'a quand même autorisé par la suite à venir tourner un court-métrage à Neverland avec sa femme, du coup. Lors du décès de Michael Jackson, il y a eu un espèce de livre d'or, livre d'hommage. Wade a limite harcelé pour avoir une double page dans ce livre pour pouvoir remercier Michael Jackson. Donc dans sa lettre ouverte, il a dit « Michael était l'une des principales raisons pour lesquelles je crois en l'être humain. Ses mots, ses encouragements et son amour inconditionnel vont toujours vivre au fond de moi. Il me manquera énormément. » Au MTV Video Music Awards en 2009, il a absolument tenu à être sur scène aux côtés de Janet Jackson pour l'hommage qui a été fait à Michael. Et d'ailleurs, on a même vu dans les coulisses qu'il portait le gant. Alors c'est Michael qui l'a offert, c'est le gant qu'il avait dans le clip Bad. En 2011, il a de moins en moins de propositions de travail. Les projets qu'il a, tout tombe à l'eau. Il n'est plus autant invité qu'avant sur les plateaux de télé. Il commence à avoir des gros problèmes d'argent qui commencent à peser sur son couple. Et c'est là, donc, qu'il va demander aux héritiers de Michael Jackson s'il peut chorégraphier le grand spectacle hommage fait avec le Cirque du Soleil sur le parcours de Michael Jackson. Sauf que malheureusement, ils ne l'ont pas pris, ils ont pris quelqu'un d'autre. C'est aussi à cette époque-là, en 2011, qu'il a commencé à voir un thérapeute qui n'a jamais entendu parler d'agression de Michael sur son patient Wade. Et pendant d'ailleurs sa dépression, Wade tenait un blog et il disait qu'en fait sa dépression était due à la pression que lui avait mis sa mère pour réussir sa carrière de chorégraphe. Quand il va poser sa plainte en 2013, là c'est pas la même version en fait. Il est en dépression parce qu'il est traumatisé de ce que Michael lui a fait quand il était enfant. Premier changement de version. Donc en fait ce serait en 2012, donc peu de temps après s'être fait jeter du spectacle fait par le Cirque du Soleil, qui s'est rappelé donc qu'il avait été abusé par Michael, qu'il a pris conscience qu'il avait été agressé par Michael, mais au lieu d'aller porter plainte, il va écrire un livre, Master of Deception, où il raconte tout ce que Michael lui aurait soi-disant fait, sauf qu'aucune maison d'édition ne va vouloir lui acheter son livre. Donc après tous ces refus, en 2013, donc en mai, il va attaquer en justice les héritiers de Michael Jackson, que comme je vous dis, la plainte ça n'a rien donné, du coup on a reposé une autre en 2014. Alors là c'est encore plus fort. Il dit qu'en fait il ne peut plus exercer son métier de chorégraphe, ni rien en fait en lien avec la danse, parce que c'est Michael Jackson qui lui a tout appris, que du coup danser lui rappelle son bourreau. Il réclame, tenez-vous bien,
1,5 milliard de dollars. Alors ensuite, il y a eu donc une troisième plainte, comme je vous ai dit, en décembre 2014, puis ensuite encore une autre en octobre 2016, avec encore une version différente, où là, il dit que Michael, quand il a commencé à abuser de lui, Michael disait « Chut, c'est notre secret, faut pas le dire, sinon on ira tous les deux en prison. » Ok, et quand on va après lui demander « Mais en 2005, tu pouvais parler, enfin là, t'étais grand, t'avais 23 ans. » Selon lui, il croyait encore, à 23 ans, que s'il parlait, lui et Michael iraient en prison. Il réclame toujours des sommes astronomiques, hein, parce que voilà, il est traumatisé, il peut plus travailler, nanana. Alors qu'au final, en fouillant légèrement sur YouTube, on voit très bien qu'il donne encore des cours de danse. Hein. Mais par contre, sa dépression, elle lui rapporte des sous parce qu'il a créé une fondation. Les ateliers qu'il donne pour gens dépressifs, genre pour les aider à s'en sortir, non seulement ils sont payants, mais en plus ses comptes en banque, il les a foutus sur un compte à Hawaï, là où justement le fisc américain ne peut rien faire. Et Wade avait même tenté de vendre aux enchères des effets personnels que Michael Jackson lui avait offerts, mais il voulait le faire en anonyme, il voulait pas que son nom soit dévoilé, sauf que ils ont refusé parce qu'ils veulent être transparents avec les acheteurs, donc ils ont mis son nom. Donc il a gagné 31 250 $ pour une paire de gants, donc les fameux gants du clip Bad. Il s'est fait également presque 50 000 $ avec le chapeau que Michael Jackson portait dans le clip Smooth Criminal. Mais par contre, dans le documentaire, à la fin, quand on voit cramer une veste et un gant, là, ce ne sont pas les vrais vêtements de Michael Jackson. Hein. Ils l'ont bien dit, non, c'est des répliques. Bah pourquoi ? Fallait cramer les vrais, c'est encore plus authentique, quoi. Non. Alors, du côté de Jimmy Savchuk, bon, c'est pas mieux. Alors lui, il a rencontré Michael Jackson sur une pub Pepsi quand il était petit, donc. Et franchement, alors lui, il raconte qu'en fait, Michael lui a fait tout et retout, partout dans Neverland, à tous les endroits possibles, imaginables de Neverland, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent à Neverland. J'ai du mal à imaginer que Michael Jackson s'en prendrait à un enfant comme ça, aux yeux de tous, notamment dans une gare qui n'existait pas, car dans le reportage, James raconte qu'à un moment donné, Michael a abusé de lui dans la gare, enfin la fausse gare à Neverland, au premier étage, sauf que cette gare n'existait pas. Elle était même pas encore en construction. La fameuse gare en 92, elle n'existera pas en 94. Et quand on demande justement à Dan Reed, le réalisateur, est-ce qu'il a vérifié quand même avant tout ce qu'ils lui ont raconté, il dit bah non, moi je les crois. Oui, mais quand la gare elle n'existait pas, oui bon il s'est trompé sur la date, c'est pas très grave, ça n'enlève rien au souvenir. C'est quand même pas n'importe quoi parce que c'était justement l'un des souvenirs très précis qu'il avait. Mais il n'y a pas que ça. Il dit que les agressions ont commencé en juin 88 à Paris. Et il parle également d'une agression qui s'est déroulée juste après une prestation de Michael Jackson aux Grammy Awards en mars 88 à New York. Ça va pas. S'il dit que les agressions ont commencé en juin 88, il peut pas avoir été agressé en mars 88. Il y a même sa propre mère qui dit qu'elle était heureuse, qu'elle a sauté de joie quand elle a appris la mort de Michael Jackson, alors que James Savchuk a commencé à parler d'abus bien après la mort de Michael. Donc si vous voulez, même les mères, elles sont pas raccord avec les témoignages de leur fils. Je sais que certains vont me taper dessus, vont me dire ouais, t'as pas de cœur et tout, tu soutiens un pédophile, machin. Non, faut quand même aussi prendre les éléments en compte. Wade Robson a changé 4 fois de version dans ses plaintes. 4 fois. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que quand James a vu que Wade tentait de faire un procès pour 1,5 milliard $, sachant que lui-même, il était dans la galère financière parce que pareil, gros problème d'argent, il s'est dit je vais faire pareil et l'union fait la force. Il s'est rallié à Wade. C'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, Dan Reed a eu beau essayer de défendre son documentaire à travers le monde, il n'empêche qu'il a fini par cracher la Valda lors d'une émission de radio. The Jackson estate, again, the Jackson family, they're saying, look, these guys, they're just out for money. And in fact, they sued for money. What's your response to that? It is all about the money. But it's all about the Jackson estate's money. And the Jackson family's money. Voilà, pour l'argent, uniquement pour l'argent. En fait, ils espèrent qu'avec ce documentaire, ça va donner du poids à une future plainte. Je peux déjà vous dire que non. Les plaintes encore jusqu'en 2021, à chaque fois, elles sont rejetées parce qu'il n'y a pas assez d'éléments. Le 14 juin 2021, Wade, il a définitivement été débouté. Il a enregistré près de 3 douzaines de dépositions et présenté des centaines de milliers de documents pour tenter de prouver ses allégations, mais
Mais un juge a une fois de plus décidé que les allégations de Robson n'avaient aucun fondement, qu'aucun procès n'était nécessaire et que sa dernière plainte était rejetée. Et James Hedgecock, pareil, il a également encore été débouté en avril 2021. Concernant Wade, comme je vous disais, donc on allait revenir sur elle, on a donc la nièce de Michael Jackson qui est sortie pendant très longtemps avec Wade. Ça, il ne l'a pas dit dans le documentaire Living Neverland. Et il est sorti avec elle, il l'a rencontrée sur la pub pour les baskets, là. Ils avaient une dizaine d'années tous les deux, et ils ont été genre amoureux comme des gamins de 10 ans, quoi. Sauf que ça a duré 9 ans, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'en fait, il l'a trompée avec Britney Spears, entre autres, et d'autres nanas. Donc ils se sont séparés, et quand elle parle de lui, c'est pas en des super bons termes. Elle dit que ce gars-là, il ferait n'importe quoi pour y arriver, mais il s'est cramé un petit peu tout seul dans le milieu, et ça, il n'y a pas quelqu'un qui le dit d'ailleurs, parce que je savais parler de cette histoire dans ma vidéo sur Justin Timberlake. Vous voyez déjà sur quel genre de mentalité on part. Le type, il couche avec Britney, alors qu'elle est en couple avec Justin, un copain à lui, mais il se permet quand même d'aller lui rapporter, pour foutre la merde donc entre Britney et Justin. Mais lui de son côté, il est quand même aussi en train de tromper sa copine, qui est la nièce de Michael Jackson. Et d'ailleurs, ça lui a quand même causé du tort, ce qu'il a fait de foutre la merde entre Justin et Britney. Ça lui est retombé dessus, parce que du coup, il s'est fait la réputation de quelqu'un dans le milieu sur qui on peut pas compter, parce que, oublions pas quand même que le showbiz, surtout à Hollywood, c'est un petit milieu, c'est un petit cercle. Donc, faire un truc comme ça, ça ne s'oublie pas, si vous voulez. Ça n'a pas plu à beaucoup, plus encore d'autres petits coups qu'il a pu faire. Mais Wade n'est pas bien vu dans le milieu. Beaucoup de personnes qui ont bossé avec lui n'en disent pas du bien. Donc voilà, c'est bien beau de regarder un reportage de 4 heures sur quelqu'un qui raconte des trucs abominables, graphiques, au plus haut, tout ça pour choquer. Mais regardons un petit peu quand même le passé de cette personne-là. Regardons un petit peu les liens, bref, tous les tenants et les aboutissants de tous les protagonistes. Et là, bizarrement, ça tient beaucoup moins debout. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu en faisant mes recherches. Et c'est là où je vous dis que ce truc d'accuser tout le monde à tort et à travers, c'est dangereux. C'est bien de libérer la parole, il faut que les victimes parlent, ne soient pas mutées, mais des gens comme ça, ça casse tout en fait, ça casse tout, ça décrédibilise les vraies victimes. C'est en ça où je vous dis que moi, ça, voilà, je ne les crois pas. Je ne les crois vraiment pas du tout, de par tout ce que je vous ai dit. Pour moi, une victime, quand elle a vraiment été victime, c'est clair, c'est limpide, c'est toujours la même version. Les choses sont claires, c'est ancré, c'est gravé. Là, tu peux avoir des fois, allez, vu que tu étais jeune, ta mémoire peut-être... Mais tu peux déjà pas inventer une gare qui n'existait pas. Tu peux pas avoir ta mère qui se réjouit de la mort de quelqu'un 3-4 ans avant que tu lui annonces qu'il avait abusé de toi. Non. Et encore une fois, pour avoir vu des témoignages de personnes qui ont été vraiment abusées, et pour avoir regardé ensuite leurs témoignages à eux, j'ai coupé la deuxième partie en fait. N'oublions pas que Michael Jackson, si tout ça, ça avait été vrai, il y a eu quand même une enquête de 17 ans menée sur lui par le FBI. Ils auraient trouvé quelque chose. Maintenant, si vous voulez vraiment mon avis, vous l'avez compris, moi je crois pas du tout Michael Jackson coupable de quoi que ce soit. Je pense ce que beaucoup de gens pensent, que c'était un enfant dans sa tête qui voulait vraiment compenser tout ce qu'il n'avait pas eu. Il dormait aussi avec des adultes. Elizabeth Taylor a dormi avec lui. Ses oncles, ses tantes, enfin plein de gens dormaient avec Michael Jackson. Il n'a jamais dormi seul, il n'a jamais eu de chambre à lui tout seul. Il a toujours partagé son lit, même déjà enfant, il dormait avec des adultes. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est que pour nous, ça paraît bizarre, un homme qui dort avec un enfant. Moi, je le conçois pas. Mais Michael Jackson n'a pas eu une vie déjà normale, il n'a pas eu une enfance normale, il n'a pas eu une éducation normale. Donc, personne ne lui a expliqué ce qui se faisait et ce qui se faisait pas. Donc, à partir de là, je pense pas qu'on puisse demander à quelqu'un de comprendre en quoi ça ne se fait pas si on ne lui a jamais appris. Pour lui, l'important, c'était de se dire, bah ouais, mais je leur fais pas de mal, donc il n'y a rien de mal. Oui, mais
voilà, ça ne se fait pas. Il n'a pas réussi à le comprendre. Mais on oublie de blâmer les parents aussi dans l'histoire. C'est aux parents de dire bah non, je veux pas, mon gosse il dort pas avec toi. D'ailleurs, précisons aussi quand même que quand on dit ouais, j'ai dormi dans la chambre de Michael Jackson, sa chambre faisait 2 étages. Hein. Il n'y avait pas qu'un lit, hein. Il y avait je sais pas combien de sofas, de trucs. Des fois, même Michael dormait par terre. Il dormait pas forcément avec les enfants. Donc, bref, c'est arrivé, mais le cas Michael Jackson, faut vraiment se pencher dessus et voir les choses dans sa globalité et vraiment essayer de comprendre la personne. De là, ça devient beaucoup plus clair. Et même si on a encore des doutes, suffit voilà, de se pencher sur ceux qui l'ont accusé et de regarder comment ça s'est fait. Et là, bah, je suis désolée, mais on est vraiment, vraiment en droit de douter de la sincérité des accusateurs. Et c'est pour ça que... moi, déjà d'instinct, j'ai jamais pensé Michael Jackson coupable. Pourtant, je suis pas une fan incontestée de Michael. Je l'adore, mais je suis pas... je veux dire, si j'avais vu des trucs bizarres, je l'aurais dit. Hein, voilà, je m'en fiche. Mais c'est pas le cas. Au contraire, je vous cache pas que faire cette vidéo, ça fait 1 mois là que je travaille dessus. J'en ressors pas bien du tout. J'en ressors même très mal. Ça m'a beaucoup pesé moralement. Tellement que j'ai vu l'acharnement sur cet homme, l'acharnement des médias. En fait, c'était la personne la plus harcelée au monde. Sa vie est un enfer, est un cauchemar. Et malgré tout, il trouvait encore la bonté dans ce monde. Voilà, c'est là-dessus que je vais conclure. J'espère que ces 2 parties de cette très très longue vidéo vous aura plu. Et je vous demanderai surtout d'être sympa dans les commentaires. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, votre opinion de ça, mais... n'oubliez pas qu'il y a des façons de le dire. Pas d'insultes, surtout pas. De toute façon, ça sera supprimé et je bloquerai si nécessaire. Exprimez-vous de manière cordiale, s'il vous plaît. Respectez-vous également entre vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Et respectez aussi mon point de vue. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de poursuivre vos recherches. Je vous mets plein de sources en barre d'infos. Et je vous recommande aussi 2 chaînes qui vraiment font un travail super. C'est la chaîne Salut les fans, consacrée uniquement à Michael Jackson. Il a fait des vidéos superbes, notamment une qui s'appelle J'accuse. Et je vous mets également en lien 2 vidéos de la chaîne Grandeur Noire qui parle de Living Neverland et également de Michael Jackson de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à aller les voir, ça développe beaucoup plus ce que j'ai abordé dans ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir et à les soutenir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.